Il y a d'autres propositions concernant le voyage? Non? D'accord. Donc, en écrivant un peu ce travail que je vous présente, j'ai modifié le titre. Au lieu de la vie intérieure, je l'ai appelé la phrase intérieure. La phrase intérieure. Et donc, pour commencer, je vais citer un poète français, Mallarmé, qui écrivait dans La crise de vers, c'est dans la Pléiade, première édition, page 363, Mallarmé écrit ceci: « Toute âme est une mélodie qu'il s'agit de renouer. Et pour cela sont la flûte et la viole de chacun. » Donc tout l'on sait chez Bergson, d'habitude, pour lui, de la façon qu'on a de vivre, que la façon dont l'esprit est, en général, c'est qu'il vit d'une vie extérieure. Et, sans doute un peu par paresse, par manque d'effort, que l'esprit reste à l'extérieur de soi, mais aussi à l'extérieur, à distance des autres et à distance des choses. C'est-à-dire qu'il ne se rapporte à lui-même, aux choses, aux autres consciences, que par l'intermédiaire de ce voile qu'il interpose entre lui-même, lui et les autres, lui et les choses, ce voile qui est le voile des symboles, c'est-à-dire le voile du langage. Et je disais, sans doute, il préfère ainsi s'en tenir aux significations qui sont déjà déposées dans le langage public. Et dès le premier ouvrage de Bergson, qui est laissé sur les données immédiates de la conscience, les données immédiates, c'est-à-dire l'immédiat que Bergson cherchait à conquérir, c'est précisément cette présence directe de l'esprit à lui-même, c'est cette connaissance muette, donc qui passe pas par le langage, et donc qui affranchit donc l'esprit de tous ces symboles qui le mettent à distance de lui-même. Mais donc, une question qu'on pourrait se poser d'emblée, c'est que est-ce que cette intériorité avec laquelle il s'agit de renouer, est-ce que l'intériorité n'est qu'une métaphore? Autrement dit, si je pose cette question, c'est me demander si l'intériorité n'est qu'un effet elle-même du langage. Un effet du langage, autrement dit, est-ce qu'on n'est pas ici, si on considère que toute métaphore se meut dans la distinction de l'âme et du corps, c'est-à-dire en pensant que l'esprit ne serait qu'une métaphore du physique, comme le dit le terme métaphore, c'est le déplacement, n'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'on n'est pas reconduit à cette métaphysique dont la différence, la manière de penser la différence la plus radicale qui soit, c'est la différence qui est entre deux choses également présentes, qui est d'une part l'esprit, de l'autre côté la matière. Est-ce que intérieur-extérieur, ça correspond vraiment à cette distinction que quelqu'un comme Heidegger appellera la distinction ontique, c'est-à-dire une distinction entre deux choses, là l'esprit, là la matière. La question mérite d'être posée, parce qu'il me semble que chez Bergson, cette relation de l'intérieur et de l'extérieur ne doit pas être pensée en termes topologiques, c'est-à-dire ce ne sont pas deux lieux séparés l'un de l'autre. Parce que penser les choses de cette façon, c'est les penser de l'extérieur, précisément. C'est penser l'intériorité d'un point de vue extérieur. Ce qui serait inadéquat, n'est-ce pas, à l'objet qu'on essaye de penser. C'est-à-dire, et même, il faudrait dire, c'est Bergson qui nous l'apprend, que toute distinction, c'est une modalité de l'espace. On distingue les choses dans l'espace. Ceci est là, les choses se distinguent spatialement, topologiquement. Et Bergson, précisément, c'est celui qui va penser un nouveau concept de la différence, qui n'est pas la distinction spatiale, mais qui est la différenciation temporelle. Ce que, par exemple, quelqu'un comme Derrida essaiera d'exprimer en disant différence, en écrivant différence avec un A. C'est la différence au sens de ce qui diffère dans le temps. Et donc là, ce serait une autre manière de penser la différence, et qui est précisément de façon de l'intérieur, et non plus comme quelque chose d'un point de vue extérieur. Et donc,
en termes bergsoniens, on pourrait dire que l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, elle serait valable uniquement du point de vue de l'intelligence et pas du point de vue de l'intuition. C'est la grande opposition, n'est-ce pas, entre les deux modes d'accès qu'on a à la réalité. L'intelligence, c'est précisément celle qui s'appuie sur le langage. L'intuition, au contraire, c'est, disons-le vaguement comme ça, le sentiment intérieur. Bien que l'intuition, c'est une méthode, comme l'a bien montré Deleuze. Donc, l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce qui fait que l'esprit peut devenir intérieur à tout. Il peut devenir intérieur à tout, il peut penser du dedans l'intérieur de tout. Sans même sortir de lui-même, il peut pénétrer dans l'essence des choses et les penser du dedans. Bergson prend des exemples assez significatifs. Par exemple, si je considère un mouvement, le mouvement de quelque chose, d'un oiseau qui vole, le mouvement d'un mobile, je peux avoir un point de vue extérieur sur lui qui est celui de l'intelligence et penser le mouvement comme une succession de positions dans l'espace, mais je peux aussi penser le mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire en me transportant et en sympathisant avec ce mobile qui se transporte dans l'espace, et là je n'aurai pas le point de vue de l'intelligence extérieure, mais j'aurai le point de vue, c'est-à-dire le sentiment du mouvement que le mobile, l'oiseau par exemple, aurait. Donc l'intuition, il la définit comme une sympathie. Une sympathie, c'est-à-dire sentir avec. Je peux aussi sympathiser avec beaucoup de choses. Il utilise l'intuition aussi pour sympathiser avec la vie dans son ensemble. Dans son troisième livre, L'évolution créatrice, il s'agit de sympathiser avec la vie elle-même, c'est-à-dire avec cet élan vital, ce mouvement qui traverse tous les vivants. Et ici, ce ne serait plus une opposition entre le mouvement du mobile et les positions successives, mais ce serait, c'est peut-être pas le bon mot, une différence, disons, entre l'élan vital et les formes de vivants qui sont autant d'arrêts, de positions laissées par l'élan vital sur son chemin. La vie, l'élan vital n'est pas un arrêt, alors que chaque forme, espèce vivante, c'est une forme d'arrêt. Voilà. Mais bien sûr, l'intelligence est toujours fascinée par ce qui... même la fascination, c'est un mouvement d'arrêt, n'est-ce pas? Donc, vivre les choses de façon intérieure, c'est précisément à chaque fois ressentir cet élan, cette contraction, qui fait qu'il y a un passé, parce que les choses, voilà, il faut les penser en termes temporels. C'est quoi l'élan? L'élan, c'est ce qui s'élance dans l'avenir, mais ça s'élance dans l'avenir en ramassant tout le passé pour précisément se contracter et prendre le plus grand élan possible. Alors, voilà, si on peut penser l'élan, l'intériorité, toujours en termes de contraction dynamique et d'élan, au contraire, Bergson pense la matérialité, l'extérieur, plutôt en termes de relâchement, de détente. C'est plus la contraction, c'est au contraire, le rythme devient beaucoup plus dilaté, presque un présent interminable, au lieu que c'est plus le passé qui s'élance dans l'avenir, c'est un présent qui s'attarde. Mais en disant cela, je disais pourquoi il ne s'agit pas de parler d'opposition ou de choses opposées, puisque l'extériorité, c'est un mode de l'intériorité également. C'est son mode le plus relâché, le moins contracté, le moins... Voilà. Donc, finalement, l'intériorité, s'il faut la penser, je dirais presque que c'est quelque chose un peu à la façon de Spinoza, qui pose la substance. Il dit, s'il y a une substance, ça ne peut être qu'une substance. Il ne pourrait pas y en avoir d'autres. Précisément, s'il y a de l'intériorité, il ne faut plus penser autre chose que l'intériorité. Il ne peut plus y avoir quelque chose d'extérieur à l'intériorité. Et cette intériorité, en quelque sorte, ce n'est plus l'intériorité psychologique, la mienne uniquement, c'est l'intériorité du tout, c'est l'intériorité du cosmos, en ce sens qu'il n'y a rien d'extérieur au tout. Et Bergson, reprenant en cela la célèbre phrase biblique de Saint Paul, dit « Dans l'absolu, nous sommes, nous circulons et nous vivons ». C'est pas en Dieu, mais dans l'absolu. C'est dans l'évolution créatrice, page 200. Donc toute cette étendue de durée cosmique,
Ce n'est rien d'extérieur par rapport à une intériorité qui serait fermée sur elle-même, retranchée en elle-même. Le tout lui-même, le monde, on retrouve un peu une intuition grecque des présocratiques, c'est que le monde lui-même est un être vivant. Et en réalité, c'est une vie psychique qui est aussi parcourue par le frisson de l'émotion, comme Bergson le décrit par exemple à l'occasion de sa description de l'élan mystique, où voilà, un mystique qui lance une émotion à travers le monde, et cette émotion elle est partagée par toute l'humanité. Et donc, voilà. Donc il me semble que il y a également une autre expérience intéressante qu'il faut rappeler, c'est l'expérience par exemple du verre, quand Bergson dit il faut attendre que le sucre fonde. Il faut attendre que le sucre fonde, dans le contexte où il évoque cette expérience, où, vulgairement on rappelle toujours, oui, les choses prennent du temps également, mais plus fondamentalement, cette expérience montre à Bergson qu'il ne peut pas y avoir de changement dans un système aussi clos qu'elle est un petit verre avec l'eau et le sucre qui fond dedans, mais que ce léger changement, l'eau qui devient sucrée, c'est également un changement au niveau de l'univers entier. C'est tout l'univers qui change au moment où le verre d'eau également devient sucré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler des sous-systèmes, on ne peut pas détacher quelque chose du tout, le rendre extérieur à tout. Tout est dans tout. C'est ça la grande intuition de Bergson. Tout est dans tout. Et nous-mêmes, en réalité, donc, on est parti de l'idée qu'on était extérieur à nous-mêmes, extérieur aux choses, extérieur à tout. Mais donc, nous ne devenons intérieurs à nous-mêmes qu'en prenant conscience de notre intégrité dans le tout. Que dans notre intégrité, dans l'intégration dans le tout, et de notre intégrité temporelle comme durée. Parce que la durée, c'est précisément comment Bergson définit la conscience. Et donc, on l'aura compris, c'est-à-dire ce qui constitue des intériorités séparées et extérieures les unes aux autres, c'est rien d'autre que ce schème de l'espace qu'on lance comme un filet sur la réalité pour l'attraper, pour la rendre malléable, pour la géométriser, pour pouvoir l'appréhender, la manipuler, etc. Donc, on l'aura compris, une vie qui est extérieure à elle-même, c'est une vie qui est vouée à l'espace, sous toutes ses formes, que ce soit tous les montages de l'habitude. On vit, voilà, on a nos habitudes, tous les matins, on boit le café, voilà, des habitudes quotidiennes. Toutes ces habitudes elles ont un rôle qui est toujours de faciliter l'action, n'est-ce pas? Parce que quand on fait les choses avec habitude, la vie est plus simple, plus facile, enfin, pas plus simple, mais plus facile. Et il y a aussi, à part ça, il y a la vie sociale, qui est aussi un ensemble d'habitudes. Et toutes ces habitudes de la manipulation de la matière extérieure, donc de la fabrication des habitudes sociales, c'est des habitudes qui s'appuient à chaque fois également sur le langage. Sur le langage et ses expressions de fait. Et donc l'activité philosophique, à chaque fois, ça va consister à repérer tous ces obstacles pour les conjurer, pour essayer de voir effectivement comment les utiliser comme des instruments, parce que le but à chaque fois c'est de convertir l'obstacle en instrument de libération. Et donc on aura compris qu'il ne s'agit pas dans ce discours sur l'intériorité, sur la vie intérieure, de simplement contempler l'intériorité. Ce n'est pas ce qui intéresse Bergson, c'est pas dire le but de la philosophie n'est pas il y a oui, il y a l'introspection, mais c'est pas simplement contemplatif ou spéculatif. Il faut faire quelque chose avec ça. C'est une philosophie pratique et c'est une expérience, une métaphysique expérience, et c'est un travail sur l'âme en son entier. Et donc, l'idée de travailler sur son âme en son entier, c'est, il le dit d'ailleurs, c'est ce que fait l'esprit, c'est de tirer de lui-même plus que ce qu'il y a. Dans l'esprit, il y a toujours plus que ce qu'il y a. À la différence d'un système physique fermé, il y a toujours, c'est la loi de conservation de l'énergie. En termes d'énergie spirituelle, il y a toujours beaucoup plus dans l'esprit que ce qu'il y a actuellement.
c'est la capacité de se créer. L'esprit peut se créer lui-même. La matière, il n'y a pas de création, il y a simplement des reconfigurations, une réorganisation, mais pas de la création. Et le but de la philosophie de Bergson, c'est précisément d'en appeler à cette création de soi par soi, qui est la destinée de l'âme, la destinée de l'existence, de la conscience. Et simplement pour dire quelques mots, c'est cette création de l'esprit par lui-même, elle a un triple sens qui correspond à chaque fois au triple sens de la temporalité. Il y a ce que Bergson appelle l'approfondissement de la vie intérieure. L'approfondissement de la vie intérieure, il me semble que c'est l'idée de ramasser sa mémoire précisément. C'est ce qui correspond à la dimension du passé. Il y a l'intensification de la personnalité, qui correspond par contre cette fois à l'idée de l'élan. Il s'agit de prendre l'élan pour se lancer dans l'avenir. Et troisième, du point de vue du présent, c'est l'élargissement de soi. C'est ce qui doit nous permettre précisément avec l'intuition de sympathiser avec tout ce qui est. Donc, je reviens à mon problème de départ, comment est-ce qu'on peut faire pour formuler cet appel, pour pouvoir réussir à inviter l'âme à rentrer en elle-même, pour trouver l'élan nécessaire, pour pouvoir déborder et tout remplir d'intériorité. Et il me semble que Bergson utilise quand même un langage assez traditionnel, une langue assez classique, spatiale, il n'hésite pas, n'est-ce pas, pour provoquer, pas seulement pour dire, mais pour provoquer quelque chose d'absolument révolutionnaire. Je rappelle à ce propos que Léopold Senghor, premier président du Sénégal libre, parlait de laisser sur les données immédiates de la conscience comme de la révolution de 1889. C'est-à-dire en référence à la première révolution de 1789. La révolution, c'est la liberté, c'est l'esprit qui découvre enfin toute sa puissance de création. Et donc, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment Bergson arrive à conjurer les jeux du langage, l'obstacle du langage, et pour s'en extraire et précisément atteindre à dire la priorité. Et c'est là qu'on voit tous les détournements qu'il fait des concepts traditionnels, qui est assez intéressant. Pour prendre un exemple, prenons l'exemple par exemple, du concept de succession. Le concept de succession qui sert à penser le temps. Et là, on va voir en fait dans quelle mesure Bergson transforme non seulement les concepts traditionnels, mais également la manière de considérer les concepts. Et ce que c'est un concept. Parce qu'un concept, c'est à chaque fois quelque chose qui doit être construit pour répondre à un problème déterminé. Ce qui fait qu'on n'utilise pas le même concept pour résoudre un problème et un autre problème. Ce n'est pas une clé passe-partout, comme il le reproche à la tradition. Vous prenez un philosophe traditionnel, Aristote, il a deux concepts, matière-forme, allez hop, ça ouvre toutes les portes. Et Bergson, c'est plutôt le tailleur, n'est-ce pas, le couturier, hein, qui doit faire un habit à la mesure du réel. Et donc le concept de succession, par exemple, dans Matière et mémoire, le deuxième livre, où Bergson est en train précisément d'analyser le problème de la mémoire, plus précisément le problème de l'union de l'âme et du corps, et il n'ignore pas qu'il l'emprunte à une tradition qui n'a jamais prétendu que le temps était autre chose que la succession. C'est un concept tout à fait traditionnel, et ça, Heidegger, par exemple, le montre très bien. Le concept de succession, c'est quand même le concept du temps depuis Aristote. Sauf que le concept de succession chez Bergson, ce n'est pas la succession d'un présent à un passé, parce que le passé n'était pas présent avant de devenir passé. Dans la conception traditionnelle, tout passé était un ancien présent, et tout présent va devenir un passé. Et les choses se succèdent comme ça. Le passé, donc, entre le passé et le présent, il y a cette forme de succession. Sauf que, pour Bergson, les choses vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous ne passons pas du présent au passé, ce n'est pas une succession du présent au passé, mais du passé au présent. Et
Pour comprendre ça, ça peut paraître paradoxal, comment le passé arrive au présent, c'est tout simple. En réalité, c'est la mémoire. Quand j'ai un souvenir qui est du passé, qui vient dans le présent. En réalité, c'est quelque chose qu'on fait constamment, à moins d'être affecté, d'avoir un esprit, d'avoir une pathologie au cerveau, d'avoir Alzheimer par exemple. Toute ma perception est construite par les souvenirs. Je regarde ça, je sais que c'est une bouteille d'emblée. Constamment, j'ai des souvenirs qui vont au-devant de ma perception, qui font que je reconnais les choses autour de moi, les visages, les mots que j'utilise, etc. Et ça, c'est précisément ça. Le mouvement du temps, c'est pas comme on le pense en termes spatiaux, comme cette ligne du temps où le présent devient passé. Voilà. Mais c'est le passé à chaque fois qui n'arrête pas de venir au présent. Et donc le passé, c'est ce qui s'actualise à chaque fois. C'est ce qui s'actualise constamment à chaque moment du temps. Et il s'actualise pour être utile, n'est-ce pas? Parce que pour être utile, pour servir à ma perception présente. Et donc ça on a compris, mais il n'y a pas seulement ça, il faut aussi à chaque fois inclure la dimension de l'avenir. Je prends l'exemple d'une fraise, je vois une fraise, je reconnais une fraise, et en même temps j'ai cette invitation de la fraise à la manger. Donc il y a à chaque fois le passé qui vient dans le présent, et il y a cet élan qui à chaque fois pousse à une action. Ce qu'il explique en disant que ma perception, à chaque fois, elle dessine sur les corps le mouvement possible de mon corps. Les choses dessinent à leur surface l'action possible de mon corps. Ça, je sais que je vais la tenir comme ça après. Voilà. Si c'est de l'eau, j'ai une autre façon de me rapporter à la possibilité de l'eau, la peur de me noyer, ce que vous voulez. Donc, j'aimerais rappeler de plus que le concept de succession n'a aucun privilège dans les tissus d'opposition qui découlent toutes de la différence entre la durée intérieure et l'espace extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer tous les dualismes bergsoniens par l'opposition de la succession et de la simultanéité, que ce soit la différence sujet-objet, immédiat-médiat, fusion-juxtaposition, continuité-discontinuité, qualité-quantité, inétendu-étendu, liberté-déterminisme, esprit. On pourrait le faire, mais ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve jamais chez Bergson un effort de catégoriser tout ça, n'est-ce pas, d'essayer de faire une sorte de table des catégories pour déduire chaque terme d'un autre. Voilà. Donc on ne peut pas privilégier un couple comme ça et tout expliquer à partir de là. De plus, à chaque fois que Bergson cherche à décrire un phénomène psychique, il va utiliser une multiplicité d'images. Il va utiliser plusieurs images. Et à chaque fois, chaque image vient corriger l'autre. Ça va permettre en réalité d'atténuer ce qu'une image pourrait avoir de trop rigide, de trop envahissant, de trop fixateur. Donc à chaque fois, les images se corrigent. Et s'il lui arrive par exemple de parler de la durée en termes comme quelque chose qui s'écoule, là on revient, si ça s'écoule, ça revient un peu au temps traditionnel qui va du présent au passé. Mais en réalité, la durée ne fait pas que s'écouler. Il la décrit aussi comme un jaillissement, comme une explosion, comme un enroulement, un déroulement. Alors que d'autres fois, il dit non, le déroulement c'est la bobine, donc tout était présent dans la bobine, il n'y a pas de création. Donc c'est de la création, c'est une conservation de passé, c'est de l'ouverture, c'est de la clôture, c'est tout ça. Donc des concepts qui peuvent être opposés, qui vont décrire le même phénomène. Et donc là, au lieu de se précipiter, de dire « Ah, quel manque de cohérence, quel manque de logique », il faut plutôt voir dans ça une façon précisément d'essayer d'approcher un phénomène sans l'attraper dans un concept, de façon à l'immobiliser. Voilà. Parce que c'est des phénomènes de durée, on ne peut pas les immobiliser. Et le concept, malheureusement, il a tendance à détemporaliser les choses qu'il attrape. Par ailleurs, il faut rappeler aussi les images géométriques que Bergson utilise dans Matière et Mémoire pour parler de la mémoire.
Pour parler de la mémoire, alors il fait toute une critique du géométrisme, de l'esprit, et pour décrire la mémoire, qui serait à 1000 lieues de l'extériorité, de l'espace, il utilise des images géométriques. Que ce soit l'image du cône renversé, l'image de la ligne. Je ne vais pas rappeler les trois images qu'il utilise. Donc ça peut se contredire, comme des fois il parle de contraction de l'esprit. Quand il dit l'esprit s'insère dans le présent, il se contracte. Et il parle de dilatation au niveau, c'est l'image du cône, au moment où les souvenirs sont précisément le plus loin possible de l'extériorité. Il y a une dilatation, alors que la dilatation, ça servait à décrire l'état de la matière. Et on retrouve aussi, on pourrait, j'appelle ça, c'est pas des contradictions, donc si on garde à l'esprit l'idée que les concepts ont toujours un rôle selon le problème dans lequel ils se posent, mais c'est amusant de le remarquer. Par exemple, dans matière et mémoire, il y a cette distinction entre l'ouverture et la clôture. Et l'ouverture, dans matière et mémoire, c'est un schème spatial. Et la clôture, c'est un schème temporel. Parce qu'il parle, il dit la conscience qui ouvre l'espace devant elle à mesure qu'elle ferme le temps derrière elle. Alors que dans les deux sources de la morale et de la religion, l'ouverture, c'est le schème temporel, et la clôture, c'est le schème spatial. Donc, voilà. Ça, c'était comme une longue introduction. Parce qu'il me semble, voilà, il pourrait facilement sembler que la critique bergsonienne du langage considère celui-ci que comme une chose de l'espace et de l'extériorité. Quelque chose qui nous voue à chaque fois à mettre des étiquettes sur les objets extérieurs, à les distinguer. Et plus généralement, le langage, c'est ce qu'il l'accuse par ailleurs d'immobiliser ce qui se meut. Donc finalement, c'est ce qui dénature la vie intérieure. Et donc c'est presque l'espace, notre schème de l'espace, quand on l'applique à chaque fois au phénomène psychique, c'est un processus aliénant. Parce qu'on devient étranger en nous-mêmes, puisque la singularité de la vie psychique, elle tombe dans le domaine commun Et par exemple, Bergson parle dans l'essai sur les données immédiates de la conscience du mot qui écrase la conscience immédiate, le mot brutal, et il y a donc d'un côté le mot brutal comme ça, qui écrase la conscience, et les impressions délicates et fugitives de notre conscience individuelle. Et donc, dès l'instant où on cherche à mettre en mots la vie intérieure, on la transforme en une juxtaposition d'états indépendants les uns des autres. C'est l'idée d'un atomisme psychique, c'est-à-dire j'analyse l'âme et je trouve en elle des états simples. Voilà, il y a le sentiment, il y a la sensation, et donc tout ça est distingué. Alors que si on prend vraiment un sentiment amoureux tel qu'il est vécu de l'intérieur, c'est une multiplicité symphonique d'états simples qu'on serait incapable d'analyser sans les faire tomber dans le domaine commun, public. Donc comment penser un sentiment amoureux tout à fait singulier en utilisant même le mot amour, qui est utilisé que ce soit pour l'amour d'Antigone pour son frère, l'amour de Jésus-Christ pour ses fidèles. C'est le même mot, mais à chaque fois, c'est un amour différent. Même moi, je n'ai pas le même sentiment amoureux à chaque étape de ma vie, ou le même. Donc voilà. Comment parler de cette confusion mobile et en perpétuel devenir qui est la psyché, sans précisément la trahir dans le langage. Donc, rappelons quand même toutefois qu'il y a une utilité de tout ça. Pour Bergson, l'utilité du langage, elle est dans le fait que ça permet la vie sociale, ça permet la conversation, ça permet la coopération, ça facilite le travail. Donc, il ne s'agit pas de dire devenons, voilà, arrêtons de parler. Mais il y a déjà dès l'évolution créatrice, Bergson commence à décrire un peu à voir dans le langage un pouvoir libérateur. Et
c'est presque classique. Ce qui a distingué l'être humain des animaux, c'est qu'il s'est mis à parler. Or, dès l'instant où l'être humain a commencé à utiliser des mots, finalement, le mot lui permettait de ne pas rester absorbé en lui-même et d'être fasciné par une chose. Et donc, il pouvait utiliser le mot pour cheminer d'une chose à une autre. Et donc, le mot devenait quelque chose, finalement, de l'ordre, quelque chose qui permettait à l'esprit comme un véhicule pour l'esprit, qui lui permettait à chaque fois précisément de ne pas être absorbé en lui-même, parce que s'il était absorbé en lui-même, ben, il mourrait tout simplement. Imaginez un animal qui serait tout le temps distrait dans le cours de l'évolution, c'est un animal qui aurait disparu depuis longtemps. Donc le mot, le langage qui nous met à l'extérieur de nous-mêmes, c'est ce qui finalement permet l'attention à la vie. Et sans cette attention à la vie, il n'y aurait plus de vie. Et donc voilà, ça nous ouvre aux autres corps, ça nous ouvre aux autres, ça nous ouvre au monde. Donc il y a un pouvoir libérateur du mot. Il y a toutefois un petit exemple amusant, c'est dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, où Bergson dit quand je mange un mets fameux, pas du caviar, au lieu je n'ai plus la sensation du caviar, ce que j'ai, c'est le mot caviar. Et donc, le mot est plus important que la saveur réelle de la chose. Donc, je suis heureux de manger du caviar, pas pour l'effet que ça me fait, mais voilà. Bon, il ne parle pas de caviar, mais puisqu'on est en Russie, c'est bien, c'est un bon exemple. Enfin, donc bon, il y a beaucoup de choses. Il y a également, il y a cette idée aussi que si le langage, il nous porte à chaque fois à ne pas voir le mouvement, mais à chaque fois à immobiliser le mouvement de l'âme, le mouvement de la vie. En réalité, il faut le voir dans chacun des éléments du langage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les différents types de mots. Et c'est l'analyse qu'il fait dans l'évolution créatrice encore, où il montre que la distinction adjectif, verbe et nom, c'est à chaque fois, c'est-à-dire un adjectif, c'est quoi? C'est quelque chose qui fige une qualité. On est entouré d'un monde, je sais pas, la plante ici, elle a son vert particulier, mais c'est un vert qui n'est pas le même aujourd'hui, qui ne sera pas le même demain, c'est un vert qui se transforme tout le temps, mais on a un seul adjectif, on dit vert. Je sais pas, ou par exemple, pour décrire un état de l'âme, je suis joyeux, mais ma joie aujourd'hui n'est pas la même que la joie d'hier, etc., etc. Donc c'est à chaque fois une qualité qui est figée en un moment. C'est un moment unique qui est arbitrairement privilégié. Les noms, par exemple, à chaque fois, c'est pour fixer aussi une évolution d'un individu. Je dis l'enfant, l'adulte, le vieux. Et tout ce qu'il y a dans tout le mouvement qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, il est oublié. Même les verbes, on dirait, les verbes, ça exprime une action, même les verbes, ils disent, c'est une action intentionnée ou déjà terminée. Boire, c'est déjà fait. Manger, c'est déjà fait. Donc, là, c'est intéressant parce que tout d'un coup, Bergson est en train de découvrir que le langage, en fait, ce qu'il fait subir à la vie psychique et aux choses en mouvement, il le fait subir à lui-même. C'est-à-dire, dès l'instant où le langage ici se prend comme pour objet, il s'analyse, il se décompose en différents types de mots, que ce sont les adjectifs, les verbes, les noms. C'est-à-dire que quand il parle de lui-même, le langage ici se décompose donc en types de mots, c'est-à-dire en autant d'éléments extérieurs les uns aux autres, sur le modèle de l'extériorité des choses extérieures, qui sont dans l'espace. Donc, on voit que en ce moment, on est en train d'avoir sur le langage un point de vue extérieur. Et donc on parle que du langage extérieur. De l'extérieur, on parle du langage extérieur. Et ce langage, c'est ce que j'appellerais ici un langage de mots, un langage composé de mots. Tout comme une ligne,
on la voit de l'extérieur comme un composé de points, ou un mouvement, donc, comme les positions successives d'un mobile. Là, c'est une phrase composée de mots. D'où mon titre, la phrase intérieure. J'en arrive là. Donc, j'estime, enfin, ma thèse, c'est qu'il y a chez Bergson une vision de l'intérieur du langage, qui n'est plus le langage de mots, mais le langage de la phrase. Et ce qui, du coup, voudrait dire que le langage n'est pas ce qui nous condamne à spatialiser la durée, et c'est ce qui explique aussi que son exercice peut être assoupli pour, à chaque fois, dire ce qui dure et suivre les fluctuations et les nuances singulières, donc échapper à ce mot brutal qui écrase tout dans... Un petit mot sur le mot phrase. En faisant un peu des recherches sur l'étymologie du mot, c'est un mot grec, il y a un verbe en grec, c'est phrasein. Phrasein, c'est précisément cet effort pour dire de la manière la plus simple et avec le moins de mots, une pensée simple. Et donc, s'il y a un effort pour dire une pensée simple, c'est qu'on ne va jamais réussir à la dire. Parce que, automatiquement, il y aura plusieurs mots différents. Et donc, il me semble que c'est ce que Bergson découvre quand il parle de l'effort du philosophe d'essayer d'exprimer une intuition. Je lis ici ce passage célèbre de La pensée et le mouvant, très joli passage, où il dit ce quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements que de rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que les Grecs comprenaient comme le phrasein, c'est-à-dire cet effort de dire la chose la plus simple, de façon la plus simple. Mais à chaque fois, de toute façon, ça va être compliqué, puisque une phrase faite de mots, c'est toujours compliqué. Et avant même d'évoquer un acte de parole, phrasein en grec, ça signifie aussi prendre garde, veiller sur. Sur quoi ? Précisément sur ce que Bergson appelle cette image fuyante et évanouissante. C'est-à-dire cette chose invisible, cachée, inexprimable, qu'on ne peut pas dire, cette intuition, ce que le philosophe cherche à phraser, justement, et qui le poursuit toute sa vie. Eh bien, les Grecs l'appelaient le aphrastos. Aphrastos, c'est précisément cette chose mystérieuse qu'on doit dire, et ils ont même un terme pour parler de... C'est epiphradeos, qui signifie la sagesse, la prudence. Et voilà. Donc on a compris ici ce qu'on pourrait appeler l'inédit, ce qu'on ne peut pas dire, inédit. C'est pas simplement ce qui échappe à toute parole, mais ce qui suscite la nécessité de parler. C'est parce qu'il y a cette chose qui me titille de l'intérieur que j'essaye de la dire. Et donc, voilà. Donc, parce que autrement, si ce n'était pas quelque chose qui est de l'ordre de l'aphrastos, qui suscite le phrasein, ça voudrait dire que la parole se prendrait elle-même pour objet et on se contenterait, mais c'est ce qu'on fait dans les conversations, n'est-ce pas? Dans les conversations, tu as dit ça, non, j'ai dit ça, et les gens discutent comme ça. Ils parlent de ce que chacun dit. Il y a aussi le phénomène du bavardage, n'est-ce pas, que décrit Heidegger très bien par le on dit. On dit que. Les conversations sont faites de on dit que. Vous voyez les disputes de couple aussi. Non, tu m'as dit ça, non, je t'ai dit ça. Donc voilà. Et là, donc malgré toute sa méfiance à l'égard du langage, il me semble que chez Bergson, il est de plus en plus reconduit à reconnaître dans la parole un pouvoir de manifestation. Et
Et là, il suffit de se référer, par exemple, au passage où il parle de la poésie et des poètes. Les poètes, ben, c'est ceux qui vont précisément dire des choses qui échappent à notre attention. Ce que dans le quotidien, dans la vie quotidienne, où on use du langage utilitaire, habituel, on ne le remarque pas, le poète va le dire. Et je cite ici, « Au fur et à mesure qu'il nous parle, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles. Telle l'image photographique qui n'a pas été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. » Donc on comprend, ici, la parole, ce n'est pas quelque chose qui, au contraire, nous masque la réalité, c'est quelque chose qui nous révèle des choses que dans la réalité, on ne saisit pas habituellement. Et donc il y a un usage du langage, l'usage poétique, qui rend au contraire le langage non pas un voile, mais un dévoilant, quelque chose qui dévoile. Et pareil pour le romancier, parce que Bergson il se réfère aussi beaucoup au personnage du romancier, le romancier qui va montrer les subtilités de ces personnages, les subtilités psychologiques, etc., l'évolution psychologique des personnages. Mais par contre, il le dit, n'est-ce pas, je cite, c'est dans les données immédiates, il dit « Encouragés par lui, par le romancier, nous avons écarté pour un instant le voile que nous interposions entre notre conscience et nous. Il nous a remis en présence de nous-mêmes. » Donc, c'est-à-dire que l'écrivain, c'est par instant ça marche, par intermittence, c'est pas quelque chose dans la durée. Il indique finalement, c'est ça qui doit intéresser le philosophe, qui veut dire le temps, qui veut dire le mouvement, qui veut dire la durée. Il montre une direction. Il montre une direction, et c'est quoi ? C'est le soin qu'il apporte aux phrases, le poète, le romancier. C'est des gens qui travaillent la phrase, qui travaillent la phrase mélodique. Donc, la phrase mélodique qui va exprimer de la meilleure façon la vie intérieure. Et là, je rappelle par exemple dans l'énergie spirituelle, Bergson prend en exemple la lecture qu'il faisait de Descartes. Il disait, dans l'enseignement que je faisais de Descartes, il fallait lire à voix haute le texte de Descartes pour sentir précisément dans la musique sonore des phrases le mouvement de sens. Et il fallait le dire oralement. Et précisément, c'est toujours dans l'énergie spirituelle, il dit « L'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie des mots. » Donc il écrit des phrases dans lesquelles on doit oublier les mots. Et comment le faire, sinon précisément par une musicalité de la phrase. L'harmonie qu'il cherche est une certaine correspondance entre les allées et venues de son esprit et celles de son discours. Correspondance si parfaite que, portée par la phrase, les ondulations de sa pensée se communiquent à la nôtre, et qu'alors chacun des mots, pris individuellement, ne compte plus. Il n'y a plus rien que le sens mouvant qui traverse les mots, plus rien que deux esprits qui semblent vibrer directement, sans intermédiaire, à l'unisson l'un de l'autre. Donc par l'utilisation du langage, par l'art de l'écriture, on a détruit précisément ce voile que le langage interposait entre nous, et c'est de la télépathie. Lire un texte de Descartes, c'est être en télépathie avec Descartes, directement. Et si on veut continuer cette métaphore, c'est aussi Descartes, c'est ce passé qui s'actualise dans le présent de l'acte de lecture. Donc voilà, Bergson, ce n'est pas un penseur du mot, c'est un penseur de la phrase. Et la phrase qui doit être pensée non pas comme une succession de mots, tout comme il ne faut pas penser le mouvement comme une succession de positions, mais la phrase comme ce qui est la trajectoire du mouvement de la pensée. Et donc on comprend alors voilà toute l'importance qu'il donne à la diction à voix haute. Il y a même des textes où il préconise, même les maîtres d'école doivent apprendre aux petits-enfants à lire à voix haute, à bien lire à voix haute, pour familiariser précisément les enfants avec le rythme phrastique. Et c'est-à-dire, il ne faut pas commencer à leur apprendre des mots, comme on fait dans les livres pour enfants, coq, poule, non, il faut des phrases directement, pour que les enfants puissent se familiariser avec le mouvement phrastique du langage. Et je rappelle également dans le texte sur Avesson, où Bergson rappelle que dans
l'apprentissage du dessin, il faut également que, non pas commencer aux petits-enfants à apprendre les contours extérieurs des figures, mais la puissance générative de la forme de l'intérieur. Donc voilà. Donc on comprend comment ce verdict qui inaugure l'essai, qui est là, qui traîne sur toute l'œuvre de Bergson, c'est la première phase de l'essai, c'est « Nous nous exprimons nécessairement par des mots et nous pensons le plus souvent dans l'espace ». Emprisonnés par les mots et par l'espace, mais on voit que ça n'a rien de catégorique, puisque toute l'œuvre de Bergson, elle va être cet effort de dépasser ça, puisqu'il faut réussir à mettre, au contraire, en phrase l'ineffable, le aphrasos, pour penser dans la durée. Et en tant qu'intuition également, c'est une lectrice. Pourquoi ? Dans un passage de la pensée et du mouvant, Bergson écrit ceci, c'est une lectrice de quoi ? Son livre, c'est le livre du monde. Dans la page qu'elle a choisie du grand livre du monde, l'intuition voudrait retrouver le mouvement et le rythme de la composition, revivre l'évolution créatrice en s'y insérant sympathiquement. Et donc, on voit combien c'est remarquable de constater à quel point tous ces efforts pour dire l'intériorité, finalement, il y a un obstacle, dire l'intériorité, puisque à chaque fois, on ne pourra pas y arriver, finalement, ça mène Bergson à découvrir un discours, une part intérieure du discours lui-même. Et finalement, la vie intérieure, loin d'être hétérogène à tout langage, elle va se révéler elle-même comme une phrase. Et c'était dans la petite phrase que je vous avais donnée dans le programme. Je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique, entamée dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points. Donc, ce n'est pas une simple image métaphorique. On pourrait dire, voilà, c'est une image, qu'est-ce que ça veut dire une phrase ? Bergson le dit très bien. Une image, dans le discours, elle donne le sens propre, alors que, disons, un discours littéral, au contraire, un discours littéral, c'est un discours de mots, donc c'est un discours symbolique, et c'est précisément pas le sens propre. Et donc la conscience, c'est une phrase, en tant qu'elle a un sens et qu'elle est un mouvement. Et précisément, le langage extérieur qu'on parle, même les phrases que nous utilisons, nous rendent sourds à cette phrase intérieure, puisqu'on est dans l'extériorisation. Mais dans le même temps, sans cette phrase intérieure, il n'y aurait pas d'expression possible. Et précisément, la grande erreur qu'on commet dans les théories du langage, en général, si on voudrait dire du point de vue de Bergson, c'est qu'on pose à chaque fois le langage comme une totalité autonome, déjà toute faite, avec des énoncés prédonnés, même à titre de possible, au lieu de penser précisément la formation de la phrase, la formation du discours. Et donc, on analyse toujours le langage du point de vue de ses productions, et pas de ses productions toutes faites, et pas du point de vue de ce faisant. Et donc, par exemple, si je veux comprendre le processus génétique de ma parole, quand je parle, ça veut dire si je dois revivre ce que Bergson dit à propos du livre du monde, par l'intuition, si je dois revivre le mouvement de composition de la phrase intérieure, de ce discours dont il nous dit qu'il dure depuis des années, depuis le premier éveil de ma conscience, et qui se poursuit en une phrase unique. Jusqu'à là, il n'y a pas encore le point. Ce sera à ma mort, il y aura le point final. La mort de chacun. Et donc, c'est quoi cette phrase qui n'est pas formée, qui est en voie de formation, donc je dis bien, ce n'est pas une métaphore. Et c'est tellement pas une métaphore que cette phrase intérieure, elle devient évidente à l'occasion de l'étude que Bergson fait de l'aphasie. L'aphasie, la surdité verbale, c'est cet état pathologique dans lequel le malade est incapable, il parle, il peut dire des choses même sensées des fois, c'est accident, mais il ne s'entend pas en fait parler. Le discours sort, mais il ne s'entend pas parler. Et cette incapacité donc à entendre la voix intérieure, qui résonne à mesure que le discours se fait, hein, je prépare ma phrase et après je la sors, mais ce qui est déjà même
même qui précède la phrase que je conçois, n'est-ce pas? Donc, ça c'est l'état de l'aphasique. Et par défaut, on comprend qu'il y a cette phrase intérieure, quand on n'arrive plus à l'entendre. Nous, on l'entend tellement que quand là je parle, je l'entends, enfin j'espère que je suis en train de m'entendre parler, mais voilà. Et normalement, si vous m'écoutez, ma phrase intérieure est en train de résonner avec votre phrase intérieure. Autrement, peut-être, voilà, vous êtes hypnotisé, vous pensez à autre chose. Voilà. C'est toujours votre phrase intérieure. Donc, toute l'approche de la psychologie associationniste, toute l'approche de l'aphasie par les psychologues associationnistes, eh bien, pour Bergson, elle est viciée par ce présupposé qui est que les noms représentent des choses, que la phrase est faite de noms et que les noms représentent des choses. Et on dit, l'aphasique, c'est quelqu'un qui est incapable de se représenter les images verbales des choses. Et c'est-à-dire, on réduit la maladie à l'incapacité de se représenter des images verbales toutes faites, auxquelles correspondraient des mots. Et donc, on fait par là même, comme le présupposé, c'est que la phrase, c'est qu'une juxtaposition de mots. Et de la même façon qu'on croit que le temps, c'est une succession d'instants, que le mouvement, c'est une succession de positions. Donc voilà, c'est le point de vue extérieur. Donc, je cite Bergson dans Matière et Mémoire, on croirait à entendre certains théoriciens de l'aphasie sensorielle qu'ils n'ont jamais considéré de près la structure d'une phrase. Ils raisonnent comme si une phrase se composait de noms qui vont évoquer des images de choses. Bon. Donc en réalité, le sens du mot, il ne consiste pas dans l'image verbale qu'il représente, mais il est à chaque fois déterminé par la phrase entière dans laquelle il est pris. Sa relation aux autres mots, l'inflexion, la tonalité par laquelle je le dis, par exemple. Et donc, c'est quoi comprendre la parole? Comprendre la parole que nous prononçons ou que nous entendons, ça revient au même, ou j'entends intérieurement ou j'entends quelqu'un d'autre, ce dont l'aphasique est incapable. Ce n'est pas partir d'images verbales et dire « Ah, voilà, je reconnais les images verbales », mais c'est saisir le mouvement de pensée. Saisir le mouvement de pensée par lequel la parole se forme. Donc, c'est précisément être en communion avec la phrase intérieure de l'autre. C'est ça, communiquer, en réalité, ce n'est pas la communication commerciale, n'est-ce pas, extérieure, ou même la communication de l'information du journal télévisé, c'est encore une fois extérieur. Donc ça s'appliquerait ici plutôt au langage poétique. Donc comprendre la parole que nous prononçons, que nous entendons, c'est saisir ce mouvement de pensée. Donc voilà, il faut faire ici la distinction donc, entre la phrase de la conscience immédiate, qui est la phrase intérieure, et la phrase extérieure de la conscience réfléchie. Donc, sauf qu'on ne peut écouter la phrase extérieure, qui est toute faite de mots, que parce que nous avons saisi ce mouvement qui lui a donné naissance, qui est la phrase intérieure. Et voilà. Je vais bientôt finir. Donc, voilà. Si on veut analyser donc cette écoute intérieure de la phrase, ce n'est pas en fixant notre attention sur les mots qui composent la phrase. On ne réfléchit pas jamais à la phrase que quelqu'un nous dit en réfléchissant sur chaque mot, à moins qu'on ait un problème. Ça peut être des effets comiques, n'est-ce pas? Bergson a beaucoup réfléchi sur les effets comiques, où un mot peut devenir fascinant et ça devient l'occasion d'un quiproquo. Mais si je dis une phrase, que je comprends ma phrase, il y a un mouvement que Husserl l'a très bien décrit. Husserl parlait de protension et de rétention. Quand je dis ma phrase, je retiens le début de ma phrase et je tends vers... donc c'est la protension, la rétention, je retiens. Je tends vers la fin de ma phrase tout en retenant le début de la phrase. Si j'oublie le début de la phrase, ça va nulle part. Donc, et le modèle pour Bergson, pour penser cette compréhension d'une phrase, c'est le même que pour penser l'élan de l'agir. Et
je lis ici ce qu'il dit, c'est quand nous écoutons une phrase, il s'en faut que nous fassions attention aux mots pris isolément. C'est le sens du tout qui nous importe. Voilà. Nous lançons notre esprit dans une certaine direction générale, quitte à infléchir diversement cette direction au fur et à mesure que la phrase, en se déroulant, pousse notre attention dans un sens ou dans un autre. Ici encore, le présent est aperçu dans l'avenir sur lequel il empiète, plutôt qu'il n'est saisi en lui-même. Et précisément, que se passe-t-il si si je m'assieds, par exemple, je veux réfléchir sur une action, je n'ai plus d'élan. De la même manière, si je m'assieds, je veux analyser une phrase, je ne saisis plus ce mouvement de la phrase, mais j'ai cette succession de mots, et mon attention, par exemple, elle va se fixer sur un mot, et non plus sur le mouvement. Donc toute l'analyse, la critique que Bergson fait du mouvement de la métaphysique naturelle de l'intelligence, des paradoxes de Zénon, ça s'applique parfaitement à l'analyse qu'il pourrait faire, ou qu'il fait, mais il ne la thématise peut-être pas autant, du langage. Et donc, je parlais de cette métaphysique inconsciente de l'intelligence, dont Bergson dit par ailleurs qu'elle se caractérise par une confiance naïve et aveugle pour le langage. C'est quoi? C'est cette tendance de l'intelligence précisément à ce qu'il appelle l'intelligence discursive, qui fait que tout progrès, tout mouvement est découpé en phases, et toutes les phases ensuite sont solidifiées en choses. Et précisément plus, parce que nous sommes issus, en tant que nous sommes des héritiers, disons, de cette métaphysique qui nous vient des Grecs, notre façon de penser, nos langues indo-européennes, sont issues de cet esprit géométrisant, logique, et ça se voit dans nos langages. Nous avons des langues syntaxiquement complexes, avec des termes qui mettent les mots en rapport d'une certaine façon, qui fait qu'il n'y a plus d'ambiguïté possible. Et précisément, Bergson fait cette remarque que plus une langue est primitive, j'utiliserai le mot entre guillemets parce que on va voir ça peut s'appliquer non pas aux langues des primitifs en parlant de façon méprisante, par exemple à l'égard de peuples qui n'ont rien de primitif, loin de là, les anthropologues l'ont montré depuis longtemps. Mais disons, plus une langue est primitive, c'est-à-dire plus une langue est originelle, c'est-à-dire plus proche de la phrase intérieure, moins on a besoin de ces mots qui mettent les mots en liaison dans les phrases de la syntaxe. Autrement dit, plus une langue est perfectionnée syntaxiquement, grammaticalement, logiquement, plus c'est une langue qui va penser à notre place. Elle va tellement penser à notre place qu'on ne va plus faire trop d'efforts de pensée. Et on va s'appuyer sur elle, sur des phrases toutes faites, qui ont un seul sens, qui est univoque. Toute la vie est très facile à partir de là. Donc ce qu'on gagne en exactitude, on le perd en suggestion. Et bien sûr, on le perd en poésie. Et c'est ce que les linguistes parlent des langues caractérisées par la réction syntaxique. C'est quoi la réction syntaxique? C'est l'état où les mots sont régis dans un rapport hiérarchique. Et quand on fait l'analyse d'une phrase en termes de réction syntaxique, on met des crochets et on voit comme ça, on hiérarchise dans la phrase les mots qui régissent les uns les autres. Par exemple, le verbe régit le nom et le nom régit le déterminant et l'adjectif. Voilà. Et donc, à l'inverse de la réction syntaxique, les linguistes parlent d'apposition parataxique, où précisément la signification n'est pas déterminée par la structure logique grammaticale. Et les mises en rapport ne sont pas faites grâce à des mots dans la phrase, mais elles doivent être inférées constamment par l'esprit. Donc là, on a des langues qui sont plutôt suggestives, où les glissements de sens sont toujours possibles. Voilà. Bien sûr, du point de vue de la science, de la rationalité, c'est très mauvais tout ça. Mais voilà, au moins on aura le choix entre deux types de langues, c'est-à-dire une langue journalistique et une langue poétique. Une langue reportage télévisé, une langue musicale. Et donc voilà, il me semble que une langue plutôt parataxique,
elle suscite la pensée intuitive, et c'est elle qui donne accès donc aux nuances singulières de la réalité, et donc qui va suggérer l'intériorité. Mais en réalité, il n'est même pas besoin de se référer, je le disais, à des langues extérieures, les langues des primitifs par exemple. C'est l'effort que font les poètes dans nos propres langues. Et j'avais commencé par citer Mallarmé, et il me semble que Mallarmé, tout l'effort de Mallarmé, c'est précisément d'essayer de se débattre avec la syntaxe pour recréer des nouveaux rapports que la langue habituelle utilitaire ne peut pas dire avec les mots qu'elle a. Et c'est même pas, on détruit même pas la syntaxe, mais on essaye de recréer une musique dans la langue elle-même. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon exposé, donc je voudrais conclure ici avec cette idée que finalement, on voit chez Bergson, la phrase intérieure, elle n'est pas nécessairement incommensurable avec son expression, c'est juste que elle doit pouvoir toujours laisser entendre beaucoup plus que ce qu'elle peut exprimer, que ce qu'il est possible de dire. Donc il est possible de dire et d'écrire ce dont on ne peut pas parler. C'est pour répondre un peu à Wittgenstein qui dit ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Non, précisément ce dont on ne peut pas parler, c'est ce qui doit nous faire parler. Et parce qu'il y a toujours plus dans la parole que ce qu'elle semble dire. Et ce surplus, donc, il me semble, c'est le propre de l'esprit qui doit toujours tirer de lui-même plus que ce qu'il y a. Finalement, je parlais d'une parole, non pas d'une langue primitive, mais d'une langue originelle, un peu comme cette parole des origines dont Rousseau, dans le discours sur l'origine des langues, nous apprenait qu'elle était chant. La langue originelle, c'est un chant. Et donc voilà, la langue, ce n'est pas ce qui nous permet d'étiqueter les choses extérieures et les désigner dans l'espace par des noms pour pouvoir les distinguer, mais c'est cette mélodie, ce rythme, cette incantation de l'intériorité, de la durée. Et c'est à cette condition finalement que l'âme pourra être renouée dans le langage poétique. C'était donc la phrase par laquelle j'avais commencé de Mallarmé. Et l'âme est renouée donc de la même façon, comme une totalité inachevée, comme une entièreté qui se fait, comme une phrase qui ne s'élargit pas sans s'approfondir, qui ne s'approfondit pas sans s'élancer. C'est la structure triple de la temporalité. Et elle s'élance au-dessus des obstacles qu'elle a convertis en instruments. Et ces obstacles qu'elle a convertis en instruments, ce sont les mots. Et c'est ce qui fait que, elle diffère indéfiniment son point final. Et moi, je fais mon point final. Merci à vous pour votre attention. Ou des chansons. J'aurais besoin d'une petite traduction.